tribalisme pour faire place à la monnaie. Va augmenter de 50% le prix de vente du cacao. Population, on peut plus. On peut plus, j'ai appelé. Mesdames et messieurs, amis internautes, bonsoir et bienvenue à votre émission l'Ivoirien Nouveau. Une émission conçue pour vous qui aborde toutes les questions d'actualité économique, politique et sociale en vue de résorber tous les problèmes liés à la reconversion des mentalités dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons choisi un terme important qui est celui de l'immigration clandestine des jeunes Ivoiriens. Oui, vous l'avez certainement constaté, nos jeunes vont de plus en plus vers l'Hexagone afin de chercher un mieux-être. Aujourd'hui, nous allons en débattre pour savoir quelles sont les motivations de ces jeunes, les conséquences qui en découlent et aussi les solutions éventuellement que nous pourrons proposer afin de résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau d'éminentes personnalités. Je vois M. Zo Bobo Bernadette qui est avec nous. Bonsoir, M. Zo. Bonsoir, M. Roche. Merci de répondre à cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Président de la plateforme des leaders pour la reconversion des mentalités. C'est exact. Et à côté de lui, un expert, l'expert maison de cette émission, M. Desouza Patrick, analyste politique. Merci d'être là. Bonsoir, M. Desouza. Bonsoir, M. Roche. C'est un plaisir pour moi et j'espère que ma contribution à cette émission permettra aux 22 millions de jeunes ivoiriens et à ces 12 000, 15 000 immigrés qu'on a identifiés en Europe, leur permettra de faire le bon choix, celui de la Côte d'Ivoire. Et nous n'en doutons point. Et pour mieux comprendre cette thématique, nous avons fait un tour d'horizon et nous vous permettons de découvrir cela, l'avis des uns et des autres, dans cet élément. Il y a trop de chômage au pays. C'est ça qui fait que les gars prennent le temps de comment on peut arriver de l'autre côté là-bas. Sinon... Bon, selon moi, je pense que ils se disent que ceux qui quittent l'Afrique pour aller en Europe, je pense que c'est là-bas, bon, ils peuvent s'en sortir, puis c'est là-bas aussi, ils voient que ceux qui quittent là-bas, ils sont un peu à l'aise, ils ont un peu de l'argent, donc ils font ça pour aller là-bas. Selon moi, je trouve que c'est la situation de vie. La situation de vie que notre jeunesse mêle face à la difficulté du pays, le travail et la galère de la famille. Tous ces petits trucs-là poussent nous, la jeunesse, à aller chercher ce qu'on n'a pas ici, en voulant une vie meilleure, en cherchant plus. Alors, en cherchant plus, on veut essayer d'autres choses. Donc, on essaye d'aller en Europe, traverser les déserts. Et tout ça, là, de moi, mon point de vue, c'est ça, quoi. Bon, moi, je ne sais même pas, d'autres vont là-bas. Même si tu es te chercher, chez toi ici, il y a chercher moi. Ou bien, chez toi ici, il y a tout. Si tu n'as pas dit de te forcer à mourir, aller te chercher chez l'homme, souffrir encore pour lui, et puis tu vas rester en cours de route, c'est pas bon. Bon, selon moi, les conséquences, il y a la mort. En tout cas, il y a plein de choses. Bon, passer sur l'eau même, c'est un truc, en tout cas, qui n'est pas conseillé. Moi, je ne conseille pas ça à mon frère. C'est mieux de suivre les voies normales pour arriver là-bas. Soit tu restes dans ton pays, tu développes ton petit business, ça va te rapporter de l'argent. C'est mieux de rester au pays que d'aller en Europe. Les conséquences, c'est la mort. Parce que quand tu traverses le désert, il n'y a pas une sorte de garantie, quoi. Il n'y a pas de garantie qui prouve que tu vas revenir. Si tu traverses la mer aussi, il n'y a pas quelque chose qui garantit que tu vas revenir. C'est Dieu simplement. Tu diminues toi-même, tu coupes ta vie en cours de route. Voilà. Dieu t'a donné une longue vie. Tu veux risquer. Tu vas couper. Si tu as dit que ce n'est pas là-bas, tu vas réussir là. Ce n'est pas là-bas. Si tu as dit que c'est ici, tu vas réussir ici. Ouais, les conséquences, c'est l'eau qui fait que ça. Bon, selon moi, quand moi je vois là, c'est par rapport à l'eau là même qui fait que les gars même ne font pas que. Bon, moi je pense que ce que le gouvernement doit faire, c'est de mettre en place les business, les projets pour la jeunesse, pour aider aussi la jeunesse, parce qu'il y a d'autres jeunes qui ont des diplômes, mais actuellement qui ne travaillent pas, parce qu'il n'y a pas de travail. Même s'ils vont postuler, on dépose leur diplôme, ça fait 2 ans, 3 ans, on ne les rappelle plus. C'est ça aussi qui les pousse à aller
sur les blancs pour chercher du travail. Donc je pense bien que le gouvernement doit aider la jeunesse pour pouvoir travailler, pour rester au pays aussi, pour développer leur business. Je préfère dire à mes frères que ici même là, chez toi même là, on dit l'homme même est mieux chez soi-même. Voilà. Ouais, toi-même tu es mieux chez soi-même. Ici là, tu as tout, tes parents sont là, ta mère là, ton père là, même si tu es 15 ans, ils vont t'aider. Et que soit ce qui va se passer sur toi, ils vont dire que tu es volé, mais tes parents vont te soutenir, ils sont auprès de toi. Mais là-bas, là, on ne te connaît pas. Tu es parti là-bas, tu es parti à l'aventure. Là-bas, là, même, dès qu'on te prenne, on dit, oh, lui, là, il a fait ça net, on le prend, on le met en prison. Qui va venir t'enlever en prison? Tu n'as aucune personne auprès de toi. Voilà, donc moi, je dis à mes frères, on n'a qu'à se soustraire, on n'a qu'à se chercher chez nous-mêmes. Chez nous-mêmes, on est roi. Voilà, on dit qu'il est roi dans son eau. Bon, moi-même, j'ai dit au gouvernement, même, essayer des places pour que les gars puissent faire des, comment on peut dire ça, même des sociétés pour que les jeunes d'ici même travaillent là, ça peut comment dire, réduire le taux de chômage. Dans tout ça, là, c'est le chômage qui fait que les gars se retrouvent là-bas. Voilà, s'il n'y a pas assez de chômage ici, là, tu vas voir que ça ne peut pas aller là-bas. Bon, le gouvernement doit créer beaucoup d'emplois pour que les jeunes puissent travailler, être indépendants. Parce que si tu as un travail, ça va te donner l'idée d'aller. Mais si tu n'as pas un travail là, forcément tu vas vouloir aller chercher. Et c'est ce qui peut te envoyer à la mort. Alors, M. Zo Bobo Bernardin, président de la plateforme des leaders pour la reconversion de la mentalité. Oui. Déjà, on aimerait savoir, puisque la plateforme des leaders pour la reconversion de la mentalité est la structure productrice de cette émission. C'est exact. Qui est l'Ivoirien Nouveau. C'est déjà, exact. c'est quoi la plateforme des leaders et pourquoi une émission l'Ivoirien Nouveau? Bien, merci beaucoup, M. Roche. Alors, je suis très heureux d'être ici avec vous. La plateforme, c'est une organisation, une union de plusieurs associations de la société civile qui se sont retrouvées, qui travaillent pour aider l'État dans son action de développement, de conscientisation, mais surtout d'éducation de la société. Nous le faisons parce que nous sommes Ivoiriens, nous sommes des patriotes. C'est vrai que nous avons des droits, mais nous avons également des devoirs. On s'est dit que si nous aidons l'État, la Côte d'Ivoire se porterait encore beaucoup mieux. Alors, vous avez dit pourquoi l'émission L'Ivoirien Nouveau? Ben, c'est une continuité de nos activités. Je pense que quand nous faisons une activité à Beauville, très souvent, ce sont les habitants de la région qui vont voir. Bien vrai que très souvent, c'est médiatisé, mais ce n'est pas tout le monde qui peut voir. Maintenant, quand on va sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, nos jeunes, nos cibles, sont très souvent sur les réseaux sociaux. Et pour nous, c'est une opportunité pour atteindre le maximum de personnes. Voilà pourquoi nous avons choisi L'Ivoirien Nouveau, qui est une émission qui va conscientiser, qui va éduquer la population, mais surtout notre cible, la jeunesse. Et pour nous, c'est un plaisir de collaborer avec Golden Street TV, qui fait de très belles choses pour les jeunes Ivoiriens. Et bien, je pense que c'est également pour nous parce qu'on a l'opportunité de nous adresser à nos cibles, qui est la jeunesse. Effectivement, merci bien, M. Zo. M. De Souza Patrick, expert maison de cette émission. Déjà, vos impressions par rapport à cette émission et par rapport à la plateforme? Je dirais que c'est inédit parce que généralement, les organisations de jeunesse, c'est vrai, prennent des initiatives en termes d'action sur le terrain, en termes de sensibilisation. Pour la plupart, ce sont des organisations de soutien. Et c'est surtout ces organisations de soutien à des partis politiques, à des personnalités, parce qu'ils sont bien accompagnés, arrivent quand même à se manifester véritablement sur le terrain. Sauf qu'au niveau de la communication, en termes de stratégie, c'est difficile parce que c'est inédit de voir une organisation de jeunesse qui prend l'initiative d'aller en collaboration avec une chaîne de télévision et de mettre en place une émission consacrée à la sensibilisation, à l'éducation citoyenne. Je pense que cette approche, elle est à saluer. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a séduit dans cette démarche parce qu'effectivement, nous sommes jeunes, je suis jeune ivoirien, et quand il y a de ce genre d'initiative, je pense que c'est de notre contribution à nous. On ne va pas forcément aller sur le terrain militer comme eux, mais ce que nous savons faire le mieux, c'est quand même essayer de partager les idées, expliquer aux populations certains aspects de la société qui ne comprennent pas. Et dans ce projet-là, voilà, je pense que c'est aussi ma part de contribution citoyenne. Donc là, je salue vraiment la plateforme, je salue le président de la plateforme. C'est une très belle initiative et j'espère que cette aventure va se poursuivre et connaîtra vraiment une bonne fortune. Merci, merci M. De Souza. Et
Comme nous le rappelions tantôt, vous êtes notre expert maison. Et donc, nous aurons la possibilité d'avoir vos analyses approfondies et critiques sur les différentes thématiques que nous abordons. Et comme nous l'avons dit, mesdames et messieurs, chers amis internautes, aujourd'hui, nous abordons ce thème qui est l'immigration clandestine. Déjà, Président Zo, l'immigration clandestine pour un citoyen lambda, qu'est-ce que c'est? Bien, pour moi, l'immigration clandestine, c'est le fait d'immigrer de façon clandestine sur un territoire où tu n'as pas réalisé les formalités attendues. Ça veut dire, tu vas sur un territoire, tu n'as pas les papiers, tu ne connais pas les droits, les lois de là-bas, et puis tu t'envoies sans autorisation. Pour moi, c'est ce qui est illégal, c'est ce qu'on appelle immigration clandestine ou immigration illégale. D'accord. Et vous partagez cet avis? Oui, c'est la définition qui est d'ailleurs donnée par l'OIM, et je vais dire, c'est ce que nous tous connaissons, l'immigration clandestine, c'est le fait d'aller dans un autre État sans formalité administrative, de manière cachée, on va dire dans le noir, et arriver sur ce territoire-là sans identité. Parce que quand on arrive, on n'a pas de papiers, on n'est pas déclaré à l'ambassade, les autorités de ce pays ne savent pas que vous êtes là. C'est comme si vous êtes un fantôme, vous n'existez pas. Et donc c'est vraiment la définition, mais vraiment en terre à terre, qu'on peut donner à ce mot d'immigration clandestine. Il faut dire que c'est un mot qui a commencé à véritablement prendre de l'ampleur. Pratiquement, c'est devenu une mode, un concept qui s'est installé dans le discours au niveau politique, mais aussi au niveau des populations, parce que on a vu une période à partir de 2010-2011 avec les différentes crises que la Côte d'Ivoire a traversées, et surtout aussi la montée en puissance du terrorisme dans certains pays de l'Afrique subsaharienne. On a vu qu'il y a eu un fort mouvement migratoire de ces populations, de ces zones-là, à aller vers l'Hexagone, vers l'Europe, vers des pays où il n'y a pas de crise. Et c'est ce mouvement-là, sans papier, sans autorisation administrative, c'est ce mouvement-là qui est désigné comme l'immigration clandestine. Après, on va essayer de catégoriser, parce que voilà, voilà. Vous avez donc bien compris déjà ce que c'est que l'immigration clandestine, donc immigrer illégalement. Donc, mesdames et messieurs, nous allons passer maintenant aux causes pour savoir réellement quelles sont les causes de l'immigration clandestine des jeunes Ivoiriens. Et là, on a pu voir à travers le reportage, le micro-trottoir que nous avons eu, les avis des citoyens sur les éventuelles motivations de ces jeunes qui immigrent vers l'Europe de façon générale. Voilà. Vous, M. Zo, qu'est-ce qui motive aujourd'hui nos jeunes Ivoiriens, pendant qu'on voit quand même les efforts considérables de l'État pour pouvoir créer des emplois et consorts, qu'est-ce qui motive tant nos jeunes Ivoiriens à émigrer? Et comme M. Dessouza l'a dit d'entrée de jeu, nous avons eu en 2023 un peu plus de 15 000 migrants identifiés, migrants ivoiriens identifiés en Italie principalement par une organisation dont le Frontex. Et c'est vrai que les autorités ivoiriennes sont revenues un peu sur la question, mais 15 000 personnes, c'est quand même énorme en termes de migration illégale dans un autre pays. Bien. Mais je pense que d'abord, moi je ne suis pas très chiffre, mais 15 000 c'est énorme. C'est vraiment énorme. Mais je pense que d'abord, les gens vont parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Donc je pense que ce qui motive nos jeunes à partir, c'est le manque d'information. Ils n'ont pas la vraie information. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, je pense que c'est l'ignorance. L'ignorance, mon professeur de terminale disait que l'ignorance est pire que le VIH-Sida. Il ne faut même pas souhaiter ça à ton ennemi. L'ignorance, les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas et ne cherchent pas à comprendre. Très souvent, les réseaux des passeurs, ceux qui ne font que se sucrer sur les dos des pauvres Ivoiriens, des pauvres Africains qui veulent un mieux-être.
ils diffusent des fausses informations et nos frères, comme non seulement ils ne vérifient pas l'information, ils ne vont pas l'information, ils se jettent à l'eau pour aller chercher le mieux-être en Europe. Deuxièmement, les 100 000 personnes, peut-être que les 15 000 qu'on a tout à l'heure, qu'on a cités, s'ils savaient qu'ils sont réellement partis, vous allez voir qu'à l'arrivée, c'est peut-être 10, 15 000 qui vont arriver à avoir un emploi. Mais ceux même qui arrivent à passer entre les mailles, quand ils arrivent et qu'ils ont un petit emploi, ils prennent les photos dans les bons coins, dans des coins un peu chics, ils envoient les photos en Afrique, en Côte d'Ivoire, mais ceux qui sont restés, ils ont envie de partir. Parce qu'ils se disent que là-bas, c'est facile, il y a de l'emploi, il y a l'argent, il y a tout ce qu'il faut, et ce n'est pas comme en Afrique. Donc d'abord, il y a manque d'informations. Les faussaires qui vendent que les informations fausses pour que les gens puissent partir et qu'eux, ils puissent avoir de l'argent sur leur dos. Troisièmement, pour moi, ce qui est un peu plus important, c'est que les gens cherchent les conditions de vie meilleures. Les gens veulent vivre mieux. Les gens veulent avoir quelque chose pour nourrir leur famille. Et ça dit qu'en Côte d'Ivoire, la vie n'est pas meilleure? Voilà pourquoi je dis qu'il y a manque d'information. Voilà pourquoi je dis que les gens n'ont pas la vraie information, puisqu'ils ne font pas l'information. Et regardez par exemple ici en Côte d'Ivoire, bon, c'est vrai qu'on va arriver là en matière de solutions, mais aujourd'hui, quels sont nos jeunes qui vont sur les sites d'information pour avoir l'information et pour candidater pour ces emplois-là? Il n'y en a pas. Les gens ne font pas d'information. Et également, nos États sont dans un système que je ne peux pas décrire. L'information n'est pas diffusée comme il le faut. Et ceux qui vivent avec ces jeunes, comme nous autres, en tant qu'association, qui vivent avec eux dans les quartiers, dans les sous-quartiers, nous qui pouvons aller prendre l'information pour leur donner. Mais combien de fois on est invité à la table pour décider? Ouais. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc, ceux même qui ont des opportunités ne communiquent pas pour que ces jeunes soient informés. Et nous qui pouvons le faire également pour que ces jeunes soient informés, on n'est pas pris en compte quand il faut décider. Voilà le problème aujourd'hui. Okay. Donc, les opportunités, il ne manque pas. Il y a énormément d'opportunités en Côte d'Ivoire. Mais il faut le dire aussi, il faut des opportunités mieux rémunérées. C'est aussi ce qu'il manque à la Côte d'Ivoire. Sinon, l'emploi, il y en a. Il y a des petits boulots qu'on peut faire. Mais avec aujourd'hui le coût de la vie qui est cher, qui monte de jour, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, les gens sont obligés d'aller se chercher pour nourrir les familles. Ils sont obligés de suivre la mode quelquefois. Mais quand tu mets tout ça ensemble, les gens veulent vivre mieux. Ils cherchent les meilleures conditions de vie ou même des suivis. D'accord. Meilleures conditions de vie, de suivi, manque d'informations, n'est-ce pas? Mauvaises informations aussi souvent reçues. Bien sûr. Monsieur De Souza, quel est votre avis? Oui, je pense que la question est un peu plus profonde que ça. C'est vrai qu'il y a... C'est mis en avant la question du manque d'informations, la question de mauvaises informations. Mais il faut pouvoir... je vais dire, c'est une organisation de jeunesse, il faut pouvoir mieux comprendre. Vous voyez, selon Afrique Baromètre, quand on prend les dernières statistiques au niveau de l'emploi, déjà la catégorie identifiée en Côte d'Ivoire, la catégorie identifiée, je n'ai pas des immigrés clandestins qu'on arrive à identifier de l'autre côté, la catégorie identifiée, c'est entre 18 et 25 ans, 24 ans, ceux qui veulent partir. D'accord. Et pour la plupart, c'est des gens qui n'ont pas d'emploi, qui sont au chômage ou qui sont diplômés mais pas d'emploi. Et quand tu prends les statistiques d'Afrique Baromètre, c'est cette catégorie de jeunes-là qui sont bizarrement la classe qui a le moins d'emploi en termes de chômage et en termes de pauvreté, c'est eux qui sont les pauvres. Je veux dire qu'effectivement, il y a des initiatives au niveau du gouvernement, notamment l'Agence Emploi Jeunes, tout cela. Mais vous voyez, l'Agence Emploi Jeunes est une structure, une initiative du ministère de la Jeunesse, c'est une sorte de plateforme qui sert d'interface entre les jeunes et les différents partenaires, donc les opportunités. Ouais. Tout le monde n'a pas la possibilité d'être sur Internet tous les jours. Aujourd'hui, le jeune dont on parle sur la question de l'emploi, le jeune dont on parle, c'est qui? Ce n'est pas celui qu'on voit à Abidjan. Ce n'est pas celui qui a le smartphone. Mais c'est celui qui est peut-être dans un village à Gagnon là-bas. Mais comment lui, il sait que l'agence emploi jeune existe? C'est la question. Alors que quand il est assis au village,
et que son frère quitte en France, ou il quitte Abidjan, il dit, bon, moi, j'ai mon ami qui est en France, qui m'a envoyé telle ou telle chose, je veux partir. Mais ça fait rêver ce dernier-là. D'autant plus qu'aujourd'hui, la vie est chère. Je voulais faire quelques précisions, notamment sur les chiffres qui ont été donnés. 15 000, Frontex a parlé de 15 000, l'OIM a parlé de 12 500. Mais en fait, ces jeunes-là, on les a identifiés à partir d'une simple déclaration verbale. C'est-à-dire qu'on leur a demandé, vous venez d'où? Ils disent, je viens de la Côte d'Ivoire. Alors qu'ils ne sont pas forcément ivoiriens. Ils ont donné comme ça le nom. Et quand le ministère, enfin le gouvernement prend le dossier en main et qui mène les enquêtes, on se rend compte qu'il y a moins d'Ivoiriens, ils sont moins de 500 Ivoiriens qui sont parmi ces jeunes-là. On a décrié à un moment donné que Daloa était le point de transit, le point de passage au niveau de tout. Donc, les gens quittent au Mali, au Burkina, ils quittent dans les pays frontaliers et ils arrivent par Daloa, où il y a un réseau de passeurs, d'immigrés, un réseau bien constitué. À partir de ces réseaux-là, ils quittent la Côte d'Ivoire, c'est le pays de départ. Mais le pays de départ ne veut pas dire que tu es ivoirien. Et si nous voulons parler des jeunes ivoiriens, déjà, si on a une bonne mémoire, lorsqu'on était à l'école primaire, je ne sais pas si maintenant on revient sur cela, mais dans les années 90, début 2000, on parlait de ce qu'on appelait l'exode rural. Parce que tout simplement, il y a un problème économique. Toute la dynamique économique, l'activité économique en Côte d'Ivoire est centralisée au niveau d'Abidjan. Et donc, les localités de l'intérieur, à un moment donné, tous les jeunes des villages, des localités de l'intérieur, avaient un besoin. Venir à Abidjan, il y a un travail facilement, donc on va travailler. Et ce concept des zones rurales là, on a intégré ça dans la formation de base des élèves dès l'école primaire pour commencer la sensibilisation. C'est cet exemple rural-là, aujourd'hui, qui s'est mué en immigration clandestine. Puisque Abidjan est saturé, il n'y a plus d'emploi, mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Et la plupart de ces jeunes-là, lorsque vous les interrogez, souvent il y a des jeunes qui ont leurs activités, qui ont 500 000 le mois, qui arrivent à avoir 1 million, 2 millions, mais qui se disent que en allant là-bas, c'est mieux. Tout simplement parce qu'il y a une sorte de communication qui est faite autour de ces pays de destination-là, qui attire les jeunes. On dit le rêve américain. Mais le rêve américain, est-ce qu'en Amérique, il n'y a pas de pauvres? Est-ce qu'en Amérique, il n'y a pas d'indigents? Est-ce qu'en Amérique, il n'y a pas de gens qui souffrent? Si. Mais lorsqu'on regarde les films de Hollywood, mais tu as l'impression que l'Amérique, mais c'est le paradis. Quand on parle de la France, on parle du tourisme, de la Tour Eiffel. Il y a une sorte de communication, d'embellissement de ces pays-là. Et en stratégie politique, en géopolitique, on parle du soft power. C'est-à-dire c'est une sorte de diplomatie communicationnelle qui montre que ce pays-là est grand, il est attractif. Est-ce qu'on parle de la Côte d'Ivoire de cette manière? Quand vous allumez la télé, là, bon, c'est maintenant on essaie de voir avec l'ouverture que fait les réseaux sociaux, la communication, on arrive à voir certains sites touristiques, machin, tout ça. Sinon, avant, quand il dit monogaga, on pense aux riches. Quand il dit monogaga, mais c'est ceux qui quittent en France qui viennent là. C'est eux qui vont faire. Bon, donc, le jeune qui est ici, il a envie d'aller là-bas, il fait comment? Il va partir rejoindre le gars là-bas. On a vu des artistes qui se sont lancés dans la sensibilisation contre l'immigration clandestine. Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas porté? Tout simplement parce que c'était seulement des slogans. À la limite, c'était devenu des slogans de campagne. Il faudrait qu'il y ait une véritable politique structurante autour de la question, ce qui va permettre aux jeunes de mieux comprendre les enjeux. Sinon, il y a des gens qui vont, on les rapatrie, ils s'organisent pour répartir. Oui. Au niveau du ministère des Affaires étrangères, il y a tout un dispositif qui permet d'accueillir. D'ailleurs, il y a moins d'un mois, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Jeunesse ont accueilli un certain nombre de jeunes. On leur a donné 1 500 euros. 1 500 euros autour d'un million et quelques. On leur a donné 1 500 euros en prêt remboursable sur 12 mois, de sorte à ce qu'ils puissent se réinsérer. Mais ceux-là, est-ce que vous avez fait une sorte de rééducation citoyenne? Est-ce que ceux-là, ce qui a fait qu'ils ont échoué, est-ce que vous essayez de comprendre?
Il faut une sorte de réformateur. Ils viennent vous leur donner, on montre les images, ok. Mais est-ce que vous... Donc, le jeune qui est ici, qui a choisi de rester ici, qui est dans la galère, il postule à des projets, on ne le répond pas. Il n'a pas cette opportunité d'avoir les 1500 euros. Il n'a même pas 200 000 francs pour aller son projet. Celui qui vient là, on ne sait pas pourquoi il est parti, on ne sait pas qui l'a envoyé, qu'il arrive, on lui donne 1500 euros. Moi, ça veut dire que celui qui est ici va dire, le mec, je vais partir. Il est parti, il va la patrie. Quand il va la patrie, il va donner les 1 500 000 pour démarrer. Moi, je veux dire qu'il faudrait qu'il y ait une politique plus assainie derrière, parce qu'en fait, c'est un peu cela. Donc, la question de l'immigration, elle est vraiment profonde. Elle participe du positionnement stratégique, marketing des pays. Quand on parle de Dubaï, mais ça fait rêver. On parle de Qatar, ça fait rêver. Mais quand le Qatar organisait le mondial, ils ont mené une enquête sur les ouvriers qui vivent au Qatar. Mais c'était carrément désolant. C'était carrément désolant. Les gens souffraient, ils vivaient dans des taudis. Mais ceux-là, on ne les montre pas. Mais quand on monte à Abidjan, on monte Boaké, on monte Man, on monte San Pedro, mais c'est des routes dégradées, c'est la lagune sale. Mais on ne montre pas le visage qu'il faut. Aujourd'hui, on commence à faire cette communication d'embellissement. Et c'est quelque chose qu'il faut pouvoir saluer, mais en même temps, je vais dire que tout n'est pas que les jeunes. Il y a aussi la part de responsabilité des parents, mais aussi du gouvernement qui a une responsabilité d'éducation, d'encadrement et de suivi. D'accord. On vous a très bien compris et suivi d'ailleurs. Donc pour vous, l'immigration clandestine est due à un manque de communication. Voilà. Où on ne présente pas réellement les opportunités que les gouvernants présentent et aussi ce qu'on a comme retour. Lorsque d'autres vont et qu'ils viennent, on leur met à disposition des fonds et tout ça. Donc, ça peut être susceptible de motivation de ceux qui sont ici pour y aller. Mais est-ce que vous pensez que ces causes-là devraient normalement pousser les jeunes Ivoiriens à immigrer autant? Parce que c'est vrai, on parle de communication, mais moi je sais aussi quand même qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est une terre débunie, est une terre qui est vendue, qui est un pays qui est vendu. Pour preuve, nous avons accueilli tout récemment une édition de la Coupe d'Afrique des Nations. De la carte de 2023. Est-ce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays où il fait mieux vivre, où nous avons quand même, nous sommes en pleine croissance en termes de développement, ou c'est parce que les gens ne ressentent pas véritablement ce développement, cette croissance à 2 chiffres, Monsieur Zo? Bon, non, moi je pense que ça c'est une question un peu politique. Moi je vais pas rentrer dedans, mais ce qui est important pour moi, c'est que en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes. Moi, je suis là-dessus. Je dis que, au-delà de tout ce que l'expert vient de dire, je l'ai dit, moi, je ne suis pas très chiffre, mais je vois quand même l'impact de tout ça sur la population. Les gens ont envie de vivre mieux. Aujourd'hui, la vie devient chère. Tout devient cher. On parle d'électricité, mais on ne parle pas des loyers. Les gens parlent du coût de l'électricité, le courant devient cher, mais les gens ne parlent pas des loyers. Mais quelqu'un me disait aussi, M. Zo, que en Europe, la vie est plus chère qu'en Afrique. Mais, en France, la vie est plus chère. Donc, est-ce que c'est un prétexte? Mais c'est ce en réalité, les gens ne donnent pas les vrais visages de l'Europe. On te dit que tout est beau. Bon, comme l'expert disait, mais tu es assis à Man, dans ton bar là-bas, et tu n'as aucune nouvelle. Et puis on te dit que l'Europe, ben, c'est beau, mais il y a l'argent, il y a l'emploi, mais tu cours pour y aller. Mais ça, c'est la communication, c'est l'idée qu'on te donne de l'Europe. Mais imaginons des temps-ci, on renversait la situation et qu'on disait la Côte d'Ivoire est belle. Mais la Côte d'Ivoire est réellement belle. Ou la Côte d'Ivoire est en train de devenir un beau pays. Je pense qu'autour de cela, il faut le concours de tout un chacun. Je l'ai dit, imaginez un instant, si les enseignants enseignent correctement, si nos policiers qui nous surveillent ou qui font la régulation le font de façon transparente, sans prendre de l'argent. Je ne dis pas qu'ils le font, mais sans prendre l'argent à quelqu'un. Vous ne voulez pas de la corruption? Exactement. Imaginez si un instant, si
le voisin, il est midi, il diminue le son de sa radio. Imaginez une instance, si le docteur qui est à l'hôpital, il veut soigner, il le fait correctement. Si chacun fait ce qu'il a fait correctement, la Côte d'Ivoire se porterait beaucoup mieux. Et les jeunes qui cherchent à partir, et même au risque de la mort, mais ils vont rester. Parce que ces jeunes dont on parle aujourd'hui, ils n'ont pas, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui n'ont pas l'information, mais il y a certains jeunes qui ont l'information, qui savent que où on s'en va, on risque de mourir, on risque de même pas arriver en France, on risque de mourir en mer. Ils le savent. Mais quand tu sais aujourd'hui que, soit, si tu ne vas pas, tu vas mourir. Et tu sais aussi que en partant, tu peux mourir. Ouais. Donc au moins tu te dis, il faut aller, peut-être que je vais mourir. Donc il faut ce choix-là pour dire qu'il y a toute une communication autour de la chose. Mais c'est aussi le devoir de tout un chacun de faire ce qu'il a à faire, mais surtout au gouvernant, de créer une Côte d'Ivoire, une Afrique qui garde ses hommes, qui protège, qui nourrit ses hommes, qui soigne ses hommes. Je pense que le taux va diminuer. Mais c'est toute une question de mentalité. Je l'ai dit d'entrée de jeu. Mais c'est vrai que nous sommes les Ivoiriens, nous avons des droits. Nous demandons à l'État, mais demandons aussi qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les choses s'améliorent. C'est aussi tout le sens de notre émission, de notre association qui est la plateforme des leaders, où nous sensibilisons pour que les mentalités changent. Je pense que c'est vrai que nous avons dit tout à l'heure entre 15 et 20, 25 ans, mais ces jeunes, ils peuvent faire quelque chose. Aujourd'hui, il y a l'école de la deuxième chance. Je pense que le vote de ça, c'est seulement en 2024. On ne peut pas parler. Oui, tout à fait. On va d'ailleurs, moi, j'ai dit quelque chose est fait. Oui. Quelque chose est fait dans ce sens. En termes de solutions. Moi, je vais juste dire que il y a des opportunités. Même si ce n'était pas fait avant, que c'est maintenant ils sont en train de faire, c'est un commencement. C'est un commencement, c'est un début. C'est quelque chose de fait. Il faut encourager. Il faut que chacun se dise qu'il y a quelque chose à faire pour la Côte d'Ivoire. Nous avons un beau pays. Monsieur De Sousa, vous avez parlé tout à l'heure, mais je dis que au-delà de tout ce qu'on va dire, il n'y en avait pas avant. C'est maintenant, c'est fait. Quelque chose est en train d'être fait. Il faut encourager pour le bonheur de la population. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. D'accord. Et oui, pour vous, chers amis internautes, mesdames et messieurs qui nous prenez en cours, vous êtes à votre émission qui est l'Ivoirien Nouveau, qui aborde aujourd'hui la thématique cruciale de l'immigration clandestine des jeunes Ivoiriens, causes, conséquences et solutions. Et pour en parler, nous sommes avec M. Zeu, M. De Sousa, qui nous donne déjà un aperçu sur la question. Nous avons vu plus ou moins les causes. Nous allons aborder, après cet élément, les conséquences. Monsieur De Sousa, notre expert maison de l'émission L'Ivoirien Nouveau, nous avons vu plus ou moins pourquoi nos jeunes y vont. Vous avez donné plusieurs éléments, monsieur Zeu également. Nous avons envie de savoir quel est l'impact que l'immigration clandestine a sur l'individu, sur la cellule familiale et sur la société en général. Déjà, la majorité des immigrés clandestins en Côte d'Ivoire sont les jeunes. Nous sommes à 22 millions de jeunes. Ouais. Ça veut dire que quel que soit ce qui sera fait, et d'ailleurs ce qui est fait n'est pas suffisant pour ces 22 millions de jeunes, et quel que soit ce qui sera fait, il y aura toujours des gens qui vont partir, d'autant plus que l'immigration en elle-même est une sorte de culture chez certaines personnes, chez certains peuples, chez certaines familles. Bien sûr. Malheureusement, pour ceux qui n'ont pas les moyens, ils essaient d'aller comme ça clandestinement. L'impact, c'est quoi? Déjà, au niveau économique, on perd de la ressource humaine, on perd, je vais dire, la main-d'œuvre. Pas nécessairement de la main-d'œuvre, mais on perd des intellectuels, on perd des valeurs. Parce que ceux qui vont, ce sont des valeurs. Il y a des gens qui vont, qui réussissent et qui aident le pays, le pays d'accueil en question à se développer. On perd ces valeurs-là. Et il faudrait qu'on arrive quand même à capter, à canaliser ces valeurs-là. L'autre chose au niveau de la cellule familiale, c'est surtout de l'angoisse. C'est surtout un impact négatif psychologique, surtout si on ne sait pas tout le périple de la personne qui est partie. Et si au pire des cas, la personne décède pendant la traversée, c'est vraiment, ça crée un dommage psychologique qui peut même déséquilibrer toute la cellule familiale. Ça, c'est un élément important.
Autre chose, je vais dire, voilà, ça ne présente pas, en termes d'image de la Côte d'Ivoire, ça ne présente pas bien le pays. Parce que c'est ça, ça dit que c'est un pays qui va, où les jeunes fuient pratiquement ce pays-là. Et quand tu les écoutes, pour la plupart, c'est pour des questions d'emploi. Et il y a le système de sécurité sociale qu'il faut revoir. Parce qu'en Europe, par exemple, en France, par exemple, moi j'ai parlé avec un frère qui est là-bas. Il dit quand tu arrives et que tu règles tes papiers, on t'appelle même pour dire, viens, on te veut travailler pour toi. Ça, c'est vraiment en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un fait. Et c'est un des éléments même qui attire les gens. On dit on a travaillé facilement. C'est vrai que les gens, tout le monde ne travaille pas. Mais tel qu'on présente les choses, c'est comme si on a... Si en Côte d'Ivoire, le jeune se dit qu'il a 10% de chances d'avoir du travail, en Europe, il se dit qu'il a 60%. C'est mieux d'aller essayer ces 60%. Donc, c'est un peu cela. Voilà. Ça montre une sorte d'échec de politique de prise en charge des jeunes au niveau du pays d'accueil. Et en termes de grandeur du pays, en termes de l'image que le pays présente, ce n'est pas bon aux yeux des autres États. Voilà. Donc, c'est vraiment ce que je peux citer en termes d'impact. La démographie dans un pays est vraiment stratégique. Si la Chine aujourd'hui est considérée comme première puissance mondiale, c'est parce que la Chine a plus d'1 milliard d'habitants, donc plus d'1 milliard de consommateurs, plus d'1 milliard de ressources humaines, plus d'1 milliard de main-d'œuvre, plus d'1 milliard de clients, plus d'1 milliard de cerveaux. Je sais pas, vous comprenez un peu. Si on parle de l'Inde, mais l'Inde, quand tu regardes l'Inde, en réalité, l'Inde, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'habitants là-bas. Sinon, l'Inde n'est pas développée en tant que telle. Mais quand on parle de l'Inde, c'est pourquoi? C'est en fonction de la démographie, donc le nombre de population est vraiment important. Et si cette population-là décide de fuir le pays pour aller, mais qui va rester pour pouvoir développer le pays à travers les différentes activités qu'il faut mener, à travers les différents secteurs d'activité, notamment le secteur agricole, qui a besoin de jeunes dans le secteur agricole. C'est vrai que tout aujourd'hui, avec la technologie, toute la chaîne de valeur n'est pas forcément physique, mais il y a des étapes où c'est un peu physique. Mais ce ne sont pas des vieilles personnes, ce sont des vieux. C'est pourquoi en Allemagne, ou si tu veux, au Canada, il y a une sorte de souplesse quand il s'agit de favoriser l'immigration des gens. En Allemagne, à un moment donné, la population était vieillissante, ils avaient besoin de la main-d'œuvre jeune pour travailler dans les champs comme en Italie. Et c'est pour cela, Frontex dit il y a 15 000 Ivoiriens, mais c'est parce que là-bas, à un moment donné, ils ont ouvert les valves. Donc je vais dire que c'est aussi l'une de ces conséquences-là. On est dans une société qui est jeune, et ces jeunes-là, il faudrait qu'on arrive à mieux les canaliser, à mieux les maintenir, parce que quand ces jeunes-là vont, il y a une sorte de distraction. Ils ne sont plus concentrés sur les opportunités que peut présenter tout ce que la Côte d'Ivoire peut avoir comme potentiel. Et ça appauvrit forcément en termes des impôts, en termes de la production même administrative, en termes de la qualité des services de base, tout et tout. Voilà, c'est un peu compliqué. D'accord. Voici plus ou moins les... Merci, monsieur Patrick de Souza. Président Zo, oui. à entendre notre expert, on se dit l'immigration clandestine n'a pas d'avantage. Bon, on peut dire ça comme ça, mais sinon, c'est vrai que ça pèse énormément sur les pays d'origine, parce que ces pays-là suivent vite des bras valides. Imaginez-vous, un pays se développe par les hommes. C'est les hommes qui développent un pays. Et ce sont des intelligences qui développent le pays. Mais si ces intelligences sont parties, mais qui va rester pour développer le pays? Donc c'est cela. Je pense que, comme il a dit, c'est toute une politique qu'il faut mettre autour de la chose pour que ces jeunes, ces champions nationaux puissent rester en Afrique, en Côte d'Ivoire, pour participer au développement progressif de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, par les Africains. Parce que, quoi qu'on dise, c'est nous qui devons développer notre pays. Il faut des politiques, il faut des stratégies pour que ces jeunes Ivoiriens, ces jeunes Africains restent sous le sol pour que nous puissions amorcer un développement progressif. Des stratégies, justement, et pour aller vers la fin de notre émission, nous sommes en train de débattre largement sur la question du Ivoirien nouveau. Vous avez pu bien cerner, amis internautes, les causes et les conséquences
Maintenant, juste après cet élément, nous allons faire des propositions concrètes pour la population ivoirienne. Monsieur Zo Bobo Bernardin, Oui. Monsieur Patrick de Souza, nous avons décortiqué en long et en large la problématique. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes souhaiteraient savoir justement quelles sont les solutions que, en tant que citoyen, on peut apporter pour éliminer ou sinon éradiquer carrément ce phénomène qui est l'immigration clandestine, ou qu'est-ce que les gouvernants peuvent faire pour justement régler ce problème. Président Zo, et juste après. D'accord, mais je pense que, je le dis toujours, la Côte d'Ivoire nous appartient, c'est notre pays. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire parce que c'est le pays qui connaît mieux. Je dis que cette histoire d'immigration peut être réglée. D'abord, on ne peut pas éradiquer l'immigration clandestine parce que, quoi qu'on dise, il y aura toujours des gens qui vont vouloir partir. Mais quand même, il faut atténuer, d'accord, le taux. Et il faut d'abord comprendre que nous avons certainement des droits, je l'ai dit, mais nous avons des devoirs. Et notre devoir, c'est de participer à la construction de ce pays. Si on estime qu'il n'y a pas de travail, je l'ai dit tout à l'heure, mieux rémunéré, mais il faut rester pour participer au développement. Donc, il faut que nous puissions rester. Mais pour rester, qu'est-ce qu'on fait? Je l'ai dit tout à l'heure, il faut des stratégies politiques pour intéresser ces jeunes nationaux, ces champions qui veulent partir pour avoir un mieux-être. Parce que, quoi qu'on dise, chacun veut avoir des conditions de vie meilleures pour leur famille, pour leur petite famille, et puis pour eux-mêmes. Je l'ai dit, la vie devient très chère. Il faut aller chercher de quoi entretenir la famille. Il y a des organisations qui travaillent sur la question et qui disent que personne ne doit laisser pour compte. Personne ne doit être laissé pour compte. Et bien sûr. Okay. Et ils nous disent que sinon, ce qu'il faut faire, pour être plus précis, il faut lutter contre la faim. Je pense que c'est parce que les gens ont faim qu'ils veulent sortir. Il faut lutter contre la faim. Il faut trouver de l'emploi pour ces jeunes qui veulent travailler, qui ne cherchent qu'à travailler. Aujourd'hui, la politique de la faim, c'est maintenant, on vient de tout élément, on parlait du ministère de l'Agriculture. Pourtant, combien d'Ivoiriens mangent du riz et tenez-vous bien, pendant tout ce temps, mais le riz venait de la Chine, en tout cas de l'extérieur. Mais il faut toute une politique pour que les gens mangent à leur faim. Deuxièmement, il faut lutter contre la pauvreté. Et comment on le fait? Mais c'est avec de l'emploi. C'est avec des entreprises qu'on peut créer où l'État peut-être va assouplir les impôts pour que ces jeunes qui veulent entreprendre aient le minimum pour non seulement supporter les entreprises, mais également faire fructifier leurs choses. Donc, pour dire que l'État également a une bonne dose à prendre dans cette histoire pour que l'Ivoirien se sente à l'aise chez lui, afin qu'il puisse participer au développement. Il faut que l'État, je vais dire, déploie des moyens pour aider les jeunes entrepreneurs. Tous ces jeunes qui veulent partir, l'autre l'a dit, mais il y en a aussi qui ont des emplois, aujourd'hui qui gagnent de l'argent. Parce que les passeurs dont on parle, mais quand tu vas, tu payes de l'argent. Mais cet argent qu'il a, s'il y a une stratégie pour fructifier cet argent, s'il y a des structures pour orienter, pour guider ces jeunes, faciliter l'accès aux informations, au crédit, ainsi de suite. Mais ces jeunes qui veulent partir, mais ils vont se sentir bien dans leur pays et ils vont participer à la construction de ce pays. Je pense qu'il y a des opportunités. Il faut donner ces informations aux jeunes afin qu'ils soient outillés à participer au développement de ce pays. D'accord, merci M. Zo. Après, il faut vraiment que les gouvernements soient pointueux et précis. Parce que depuis, je crois, 2023, nous sommes dans l'année de la jeunesse. Oui. Bien ça. Nous sommes dans l'année de la jeunesse et certains jeunes même s'interrogent. On dit il y a combien de milliards qui sont décaissés. Voilà pourquoi je parle d'information. Par année pour les jeunes. C'est exact. Et les jeunes sont là, ils s'en plaignent. Après, c'est vrai, vous avez abordé la question de l'information parce qu'effectivement, il y a certainement des opportunités que l'État met en œuvre. M. De Souza. Oui, on ne peut pas. Ça, c'est l'un des principes. Si vous êtes dans un État et que vous dites que l'État a tout fait, c'est qu'on est dans un rêve, dans une illusion. C'est dans un État souverain, un État-providence. Non! Un État doit toujours mieux faire. Non. Parce que, par nature, à la base, l'homme est un être insatiable. C'est ça. Maintenant,
les solutions, je ne vais pas revenir, les solutions, déjà sur le jeune lui-même. Il faut que les jeunes sachent que l'immigration clandestine, il y a la mort au bout. Déjà, il faut qu'ils comprennent cela. Il y a la mort au bout. Ils savent ça, mais il faut qu'ils comprennent ça. En tout cas, ils savent, c'est ce qu'ils savent. Que les parents essaient aussi de voir une part des responsabilités. C'est dire que si ils laissent leur enfant aller comme cela, et puis il y a certains parents, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Il y a certains parents, mais la sensibilisation doit se faire à la maison au quotidien. Mais comprenez que dans cette affaire, 80% de la responsabilité revient au gouvernement. C'est ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce que, le premier point, on a parlé de l'agence emploi jeune. Mais sur les millions de jeunes qui sont sur la plateforme, il y a combien qui arrivent à avoir des opportunités? Même pas 10%. Donc, on se rabat sur le secteur privé où on encourage les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens à créer des entreprises. Ils vont dire c'est ce qui est fait. Ok. Mais quelle est la politique d'encouragement, d'accompagnement et d'encadrement de ce secteur privé-là? Ça n'existe pratiquement pas. Donc, il faut voir cet aspect-là. Parce que quand le jeune, il crée son entreprise, c'est tout un parcours de champion. Et au bout d'un an, il doit payer un impôt de 500 000 francs, alors qu'il n'a même pas eu un contrat une seule fois de 100 000 francs. Il paye l'impôt là comment? Il se verse dans le secteur informel. Pourtant, le secteur informel n'a jamais enrichi un pays. Du coup, la plupart des champions qu'on identifie en griffe en Côte d'Ivoire, ce sont des investisseurs étrangers. Le prix national de l'immobilier, le prix d'excellence nationale de l'immobilier, je parle en 2022, ce qui a remporté ça, c'est une structure marocaine. Donc, il faut pouvoir accompagner, mais véritablement, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau de la communication, que ce soit créer des chaînes dédiées même. C'est vrai qu'il y a des chaînes de télé hein, qui parlent de business tout et tout, mais je dis une chaîne ou bien des émissions sur les radios nationales, télévision, dédiées à l'entrepreneuriat. Ça dit que tu es jeune, tu as ton entreprise, tu ne sais pas comment faire la publicité de tes produits, viens gratuitement, viens faire ta... Par exemple, mais comment ils font payer les impôts, les choses ici, s'ils doivent faire gratuitement? Ou bien c'est l'État qui subventionne, ou bien comment ça se fait alors? Pourquoi? Je n'ai pas compris la question. Non, vous avez dit qu'il faut des chaînes qui vont inviter les jeunes à venir exposer et pour dire que voilà comment on crée des handicap pour cela. Tu as ton entreprise et puis bon, voilà. Oui. Donc c'est une chaîne étatique alors, une chaîne étatique qui... C'est ce que je dis. Voilà, ok, d'accord, là c'est... C'est ce que je dis, une chaîne nationale. Quand je dis nationale, C'est ça. On a des chaînes, c'est pour ne pas faire la publicité, je ne vais pas donner des noms. Okay, voilà. Et donc, il faut faire cette publicité-là. L'autre chose, la sensibilisation, là, elle doit se faire déjà même à l'école à la base. C'est ça. Il faut réintégrer dans le système de formation toute cette sensibilisation. À l'époque, on parlait d'ECM, éducation civique et morale. Et à l'intérieur, non, c'est pas bon de voler. Donc, il faut intégrer cela déjà à la base et suivre le parcours normal jusqu'à l'université, de sorte à ce que les jeunes soient régulièrement sensibilisés sur la question de l'immigration clandestine. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait l'immigration, parce qu'il y a l'immigration légale, où ils vont. Là encore, ça, c'est une autre question. Oui, on s'intéresse à la clandestine parce que ça expose dangereusement ceux qui pratiquent cela. Et puis, l'autre chose, il y a une sorte de frustration sociale qui est créée autour du jeune qui cherche un emploi mais qui n'a pas, à cause du fait que les réseaux sociaux ont libéralisé la communication. Le jeune, il est assis là, il regarde, mais il y a des vendeurs d'illusions, il y a des coachs, des influenceurs. Il a dit que le gars, lui-même n'a pas l'argent, mais il s'assoit dans un coin de lutte. Oui. J'ai l'argent, il y a ceci. Quand le jeune regarde cela, à un moment donné, l'État doit pouvoir censurer un certain nombre de choses qui ont tendance à être comme un harcèlement, psychologique sur le jeune en situation de vulnérabilité. Dans certains pays développés, mais l'utilisation des réseaux sociaux là, mais c'est filtré. C'est filtré. On ne met pas tout. On ne met pas tout. Il y a des gens qui viennent, je distribue l'argent partout dans les bars. Il finit de distribuer, il n'y a aucune enquête qui est menée pour savoir où il a enlevé ça. Celui-là se met à la télé, je suis milliardaire, je suis riche, mon business fonctionne. Il paye combien d'impôts pour avoir le courage de venir dire voici les millions que j'ai.
Ça, c'est la responsabilité de l'État. C'est ça. Donc, voici des éléments que l'État peut pouvoir utiliser pour emmener le jeune peu à peu à comprendre que le seul endroit où tu ne peux qu'être heureux, c'est là où tu es, c'est chez toi. Tu même celui qui va, il va en Chine, il travaille à un moment donné, il revient. Non, tu t'en vas là, ton corps là, ça va revenir là où tu es. C'est le seul endroit de pouvoir faire ça. Dernière chose qui est très importante, et là j'ai gardé ça pour la fin, c'est la décentralisation. Il faut repenser la décentralisation. Parce que la décentralisation que nous voyons là, elle est seulement administrative, ça ne peut pas fonctionner. Les administrations existent partout en Côte d'Ivoire. Nous avons les préfectures, les mairies, eux qu'on sort. Mais l'homme court après l'argent, après les moyens, le jeune là. C'est l'argent qui va lui permettre de louer une maison. C'est l'argent qui va lui permettre de subvenir à ses besoins. Ouais. Mais si c'est seulement l'administration que tu mets là-bas et que ça n'accompagne pas des poules économiques, mais le jeune va venir là où il y a l'argent, donc c'est Abidjan. Que cette décentralisation soit économique. Moi, je donne un exemple. Si à Feke, par exemple, on se rend compte que là-bas, la plupart des paysans là-bas font la mangue. Toute la chaîne de valeur, même l'exportation de la mangue, doit se faire seulement qu'à Feke. Celui qui veut créer une usine de transformation de mangue, il va dans la zone là-bas. Du coup, tu vas voir que c'est tout un arsenal économique, un dispositif économique qui va s'installer à Feke. Ça crée de l'emploi. Et la formation qui doit se faire à Feke, c'est cette formation-là, peut-être je vais dire technique ou professionnelle, même dans le secteur de la production de mangue. Ça, c'est un exemple. Si vous voyez, si on fait ça dans 10 mai, si on fait ça dans 10 régions seulement, ces 10 régions seront développées et les jeunes des 10 régions vont rester parce qu'il y aura de l'opportunité. Mais si tu viens au port d'Abidjan que tout y est, il fait comment? Bon, après aussi, on n'a pas de port là-bas. Non, on n'a pas besoin de port. Il y a ce qu'on appelle le port sec, il y a ce qu'on appelle les zones franches. Il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis. Et enfin, la corruption. On ne peut pas éradiquer la corruption parce qu'il n'existe aucun pays où la corruption n'existe pas. Mais je vais dire, il faut faire de la sensibilisation citoyenne sur la question de la corruption parce que c'est grave. Même pour avoir un diplôme aujourd'hui, on passe par la corruption. Concours, corruption. Même ça me fait d'aller déclarer son enfant qui vient de naître, qui est 500 francs. La déclaration, 500 francs. Tellement la corruption a pris le truc. Le gars dit, il va faire, faut faire, il va t'appeler après, il va te donner 1000 francs, et puis je vais avoir le même jour. Je veux dire, la corruption, quand ça devient une sorte de culture, c'est dangereuse. Donc, il faut mettre l'accent sur la question de la corruption. Je pense que ce sont ces différents éléments qu'on a cités qui vont permettre à la Côte d'Ivoire de développer une bonne politique de lutte contre l'immigration clandestine et donner des arguments, des raisons aux jeunes de rester sur place et de permettre aux jeunes de travailler, comme j'ai parlé de la corruption, le réseautage, c'est mon vieux père, donc il va rentrer, toi il ne te connaît pas, donc tu ne rentres pas. Ce sont des choses peut-être qui n'existent pas, mais quand on regarde les réseaux sociaux, on regarde la télé, puis on dit c'est ce qui existe. Et à un moment donné, il est découragé. Il va se dire que bon, moi il m'appelle Dubé, on dit si tu n'es pas Adama, tu ne rentres pas. Ou bien il m'appelle Adama, on dit si tu n'es pas Yahoo, tu n'entres pas. Bon, le Adama là, il est découragé, il va chercher à partir ailleurs, là où on ne fait pas la distinction entre Adama et Yahoo. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut pouvoir recadrer. Et puis je pense que, voilà, après, il y a d'autres solutions que le gouvernement ou les citoyens peuvent trouver. Enfin, encourager ce genre d'initiatives comme ce que le réseau fait. C'est la plateforme, que la plateforme fait. C'est leur part de contribution citoyenne. Je pense que si tous les organisations de jeunesse arrivent à prendre ce dossier-là en main et accentuent, comme ce qui est fait là actuellement, accentuent la sensibilisation, je pense que ça va aussi contribuer énormément. Voilà. Merci beaucoup, M. De Souza. Nous sommes pratiquement au terme de notre émission. On va vous arracher vos derniers mots, si vous avez des appels particuliers à lancer à ces jeunes-là qui ont perdu espoir et qui veulent coûte que coûte immigrer clandestinement vers les pays européens. Bien. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, Président? Bien, merci M. Roche. Très heureux d'avoir participé à cette émission, cette belle émission d'ailleurs. Je pense que tout ce qu'on a dit va certainement servir à nos jeunes, non seulement de rester, mais surtout de rester pour faire quelque chose. Également à l'État, que tout ce qu'on fait, c'est notre participation, de sorte que la Côte d'Ivoire devient encore mieux.
est encore belle. Et aux jeunes, je dis, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. La Côte d'Ivoire fait partie des plus beaux pays au monde, mais quand même des pays les plus riches. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sent pas, l'Ivoirien dit qu'il ne sent pas ça dans son assiette, mais je pense que c'est un appel que nous devons lancer aux gouvernants pour que, d'accord, nous puissions ressentir ce que nous voyons également dans notre maison. Parce que quand tu es dans Abidjan, tu es content, c'est beau, c'est joli, mais est-ce que l'Ivoirien arrive à manger à sa faim? Je pense que c'est un plaidoyer, et surtout aux leaders de jeunesse de nous rejoindre dans ce combat, qui est le combat de la sensibilisation pour que les mentalités changent. Tout à l'heure, l'expert parlait de corruption. Mais imaginez cet instant si le taux ou si le niveau diminue. Je pense que ceux qui méritent les concours vont les avoir. Ceux qui doivent payer les impôts, normalement, ils vont les payer. Le pays va encore se porter mieux. Ceux qui collectent les fonds vont verser la totalité dans les caisses de l'État. Je pense que la Côte d'Ivoire va se porter mieux. Donc, il y a une question de patriotisme qu'il faut privilégier parce que la Côte d'Ivoire nous appartient. C'est notre pays. Nous devons contribuer d'une façon ou d'une autre à la reconstruction de ce pays. Et je pense que ça va se faire avec des jeunes conscients, des jeunes avec leur mentalité reconvertie. Et ça, chaque jeudi, on sera ici pour débattre de cela et sensibiliser la population afin que change les mentalités. Des jeunes conscients, des jeunes avec la mentalité reconvertie. C'est la mission que s'est donnée la plateforme des leaders pour la reconversion des mentalités à travers cette émission qui est l'Ivoirien Nouveau. Monsieur De Souza, votre mot à l'endroit de ces jeunes, votre mot de fin. Déjà, que ces jeunes-là se disent que les opportunités ne sont pas données. Ce sont eux-mêmes qui doivent se créer des opportunités. Et qu'ils prennent l'exemple de ceux qui ont construit la Côte d'Ivoire depuis, je vais dire 1960, même avant 1960. C'est des jeunes, des femmes qui ont cru en leur pays. Avant, il n'y avait pas de goudron. Oui. Mais ils ont cru en leur pays. Ils ont essayé de créer les opportunités qu'il fallait. Et ils se sont sortis. Il faudrait que ces jeunes-là comprennent. C'est vrai que c'est difficile. Ce n'est pas du tout facile, mais quel que soit ce que les politiques feront, tout le monde ne sera pas satisfait. Un père n'arrive même pas satisfait à 100% de tous ses enfants. Cela ne veut pas dire qu'il n'aime pas tous ses enfants au même niveau, au même degré. C'est selon ce qu'il est capable de faire. Et le reste, c'est aux enfants d'apporter ce qu'ils peuvent. Donc moi, je pense que le jeune Ivoirien est intelligent. D'ailleurs, avant-hier, le jeune champion du monde de dictée, il fait un clin d'œil à ce jeune champion du monde. Il faut le saluer. Donc, ça veut dire qu'on est capable de le faire. On est capable de réussir. Il suffit juste de faire la promotion de la méritocratie, de sorte à ce que tout ce qu'on arrive à obtenir, c'est à partir de nos compétences, de notre savoir-faire et à partir de notre valeur. Si nous arrivons à cet état d'esprit-là, je pense que l'immigration va freiner et encore félicitations à la plateforme. On espère que derrière cette émission, il y aura des initiatives terrain qui seront menées. Il y a des partenaires internationaux qui sont là, qui attendent, comme l'OIM. Vous pouvez aller vers l'OIM avec de bons projets de sensibilisation sur terrain. Je pense que ces partenaires pourront vous accompagner, le ministère des Affaires étrangères, avec la direction et l'intégration. Je pense qu'ils pourront aussi accompagner, mais ce que nous pouvons faire, c'est cela, sensibiliser, on ne doit jamais arrêter. Et c'est cela un citoyen actif. Il ne s'agit pas seulement de s'arrêter, de s'asseoir dans son salon, critiquer et ne pas aller sur terrain. Voilà, il faut aller sur terrain, toucher les réalités du droit. Et en fonction de cela, je pense que les propositions concrètes seront faites. Pourquoi ne pas écrire un livre blanc sur la lutte contre l'immigration clandestine? Ça peut être quelque chose d'inédit, puisque je n'ai pas encore vu ça en Côte d'Ivoire. C'est quelque chose qui est intéressant. Vous pouvez lancer ce projet-là et puis on va voir. Encore félicitations à la plateforme et aux 22 millions de jeunes Ivoiriens. Je pense que la jeunesse ivoirienne a la capacité, a le don qu'il faut. Quand le jeune Ivoirien initie quelque chose, nécessairement ça réussit. Il suffit juste de croire en la Côte d'Ivoire, il suffit juste de croire en eux et de s'éloigner énormément de certains jeux politiques qui tendent à manipuler certaines expressions, manipuler certaines réalités. Il y a des réalités, mais aux jeunes de savoir choisir ce qu'il faut et choisir de manière juste. Voilà. Merci, Monsieur De Souza. Patrick, notre expert maison de l'émission l'Ivoirien Nouveau, d'être là et d'avoir débattu sur la thématique avec nous.
Merci au président Zo Gogo Bernardin, président de la plateforme des leaders pour la reconversion des mentalités en Côte d'Ivoire, pour votre présence et pour cette très belle initiative. Amis internautes, vous qui nous avez suivis, nous vous disons merci et vous pourrez sans gêne en commentaire marquer vos avis, donner des sujets d'actualité sur lesquels nous pourrons ensemble débattre pour que véritablement changent les mentalités en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, chers internautes, ainsi prend donc fin notre émission. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas à mettre en commentaire vos suggestions, vos propositions sur des thématiques que nous pourrons éventuellement aborder ici ensemble. L'émission L'Ivoirien Nouveau, c'est votre émission. À très bientôt pour un prochain numéro de L'Ivoirien Nouveau. Bye. Tribalisme pour faire place à l'amour. Va augmenter de 50% le prix de vente du cacao. Population, on peut plus. On peut plus, j'ai appelé.